Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. On revient pour les interviews, c'est ce que j'avais lancé en début d'année, de saison, on va appeler ça comme ça, en début de saison l'année dernière. Et on est aujourd'hui avec Arnaud Snomsed pour un nouvel épisode un peu spécial de Je démonte le livre d'un abonné. Genre je t'ai pas prévenu, c'est la surprise dans quel traquenard je suis. Non, pas du tout. En fait Arnaud je le connais parce que t'es lillois aussi, plus ou moins. Et régulièrement j'organise des petits verres ou des rencontres abonnés, on pourrait appeler ça comme ça. Et t'étais venu avec ton zine que j'avais trouvé super chouette, tu l'as un peu rebossé depuis. Et sur le Discord aussi. Sur le Discord dont on parle tout le temps, mais voilà, ça aboutit à des trucs. Et tu l'as un peu rebossé, et comme c'est un format que je suis censé en faire un jour, et je sais que c'est accessible, il y a plein de gens qui en font, etc. pour démarrer, je trouvais ça cool tout simplement de vous parler du projet d'Arnaud, qui est ton premier... objet, c'est ton premier objet. Ouais, premier projet, toute catégorie confondue, quoi. Toute catégorie confondue, quoi. Pas d'album ou de trucs à vendre. Non, pas d'expo, pas de, enfin, ouais. C'est la série qui a donné le zine, quoi. Ouais. On est parti. Est-ce que tu peux te présenter, Arnaud? Arnaud Snomsed, je suis, déjà je te remercie de me donner l'occasion de parler de mes photos. Je te suis d'ailleurs depuis quelques années, parce que je fais de la photo depuis une dizaine d'années. Mais un peu plus sérieusement, on va dire, enfin en y consacrant un peu plus de temps depuis 3 ans environ. C'est le début de ce qui a donné la série. Du coup, je pratiquais avant en m'intéressant à la technique. Après, j'ai fait un peu de photos de famille, quoi, on va dire. Enfin, je maîtrisais le réflexe, quoi, on va dire. Enfin, le réflexe que j'avais. Et puis depuis 3 ans, c'est un peu plus, il y a un peu plus de recherche. J'y passe un peu plus de temps. Et puis du coup, les vidéos m'ont vachement aidé là. Cool. Dans cette démarche-là, quoi. Voilà pour qui je suis. Alors, je vais faire un aparté. C'est un truc que je devais vous dire. J'ai oublié de vous le dire. Et j'ai la maladie de quand je dis pas un truc tout de suite, j'ai l'impression que je vais l'oublier, c'est une catastrophe. Donc avant d'enchaîner la prochaine question, Arnaud il va vous montrer son zine pendant la vidéo à la caméra comme ça. On sait que c'est pas l'idéal, on n'est pas débiles. Juste, on a mis le zine, un défilé, comme quand je fais pour les livres, on fait défiler les pages, on a mis ça à la fin de la vidéo. Donc voilà, il vous montre ça globalement, rapidement, pour vous expliquer au fur et à mesure. Et si vous voulez le voir un peu mieux en grand, tout ça, c'est à la fin de la vidéo, il y a le chapitrage en dessous, tout se passe bien. Coucou maman. Je le dis à chaque vidéo, je pose souvent les mêmes questions. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous puissiez voir les différences de réponses entre chaque photographe et de voir qu'en fait il n'y a pas de doxa absolu et que chacun fait un peu à sa sauce, tout ça. Donc la question qui n'est pas encore classique mais qui deviendra peut-être un jour, est-ce que tu associes ton travail à un genre photographique particulier, et si oui, comment t'appelles ce genre? C'était pas volontaire, j'ai fait des photos qui me plaisaient, en fait je les ai sélectionnées parce qu'elles me parlaient, parce que je les aimais, elles étaient à mon goût, et après, alors je sais plus, par rebond en fait, par rapport à ta chaîne, et puis par rapport à des recherches, des artistes qui me plaisaient, et puis aussi par rapport à la masterclass de Grégory Alpern sur Magnum. J'ai vu le côté, le terme réalisme magique qui m'a beaucoup, c'est son truc, qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup plu, parce que ça correspond un peu à ma démarche, on en parlera sans doute après, mais de prendre des choses comme un documentaire, des choses descriptives, de rien inventer, pas faire de montage, pas faire de pause, pas mettre en scène les choses, et pourtant d'avoir quand même quelque chose qui est un peu d'imaginaire, qui relève un peu mes pensées. Et donc réalisme magique, quand j'ai lu ce mot-là, je me suis dit c'est génial, c'est la bonne définition de ça, quoi. Et pourtant c'était pas du tout, je me suis pas levé en me disant je vais faire du réalisme. C'est ça. Mais c'est marrant quand tes aspirations elles rencontrent un truc où tu dis putain, c'est comme je sais pas, moi j'en ai parlé 1 million de fois et je suis désolé d'en parler encore, j'ai certaines influences. Dites en commentaire à quel photographe je pense, je ne dirai pas le nom. Et quand tu vois ce que d'autres font, tu te reconnais dedans, tu fais putain c'est ça, et tu as un peu l'impression de rentrer, de rentrer, pas dans le rang, mais de trouver un peu ta voie. Ouais, c'est ça, on voit des points communs. Voilà, donc le style, alors après ça c'est le style, ce que ça inspire en fait avec la série, on sent qu'il y a quelque chose qui est un petit peu irréel, quoi. Mais après sur le style des photos en elles-mêmes, j'ai des goûts, j'aime bien les couleurs, pour moi je saurais pas faire de la photo noir et blanc, c'est pas du tout négatif vis-à-vis du noir et blanc, mais c'est... Quel jeu de mots. Pourquoi? Négatif, J'ai aussi acheté un livre d'ailleurs sur la signification des couleurs, et pareil, j'ai découvert ça après avoir collectionné certaines photos que j'aimais, et de voir ce que communique une couleur dans les photos, etc. Je me suis dit c'est génial, c'est fou, quoi, ça me parle. Et donc c'était quoi le bouquin du coup, si tu peux t'en parler? C'est Pasturo ou c'est la psychologie des couleurs? Je ne me rappelle plus du livre. C'est Arnaud m'enverra un message après, voilà, quand il l'aura retrouvé, et je mettrai le lien sous la vidéo. Ouais, c'est le livre mystère, et le nom du livre mystère c'est en dessous.
Donc sur chaque couleur, il y a ce que ça inspire, même dans le marketing en fait, etc. Tout ce que les couleurs, comment elles sont utilisées, etc. Et donc j'étais content de voir que ce que m'inspirait certaines photos respectaient ce qui était écrit. Je me disais, mais c'est exactement ça quoi. Et après j'ai un peu triché des fois de modifier un peu les couleurs pour que ça justement aide dans un sens. Donc voilà, ça c'est aussi un peu le style, enfin dans le sens. T'aimes bien travailler la couleur, la signification de la couleur. Après, il y a aussi des choses sur le fait de le faire les photos la nuit et d'utiliser le noir pour isoler le sujet. Ça, c'est aussi quelque chose qui s'est avéré être quelque chose dont j'arrivais pas à me défaire. Finalement, j'ai essayé après de faire des photos le jour, etc. et j'y arrive pas du tout. Donc voilà. Mais c'est un peu plus concrètement sur les images plutôt que sur la série, quoi. Question suivante. En supposant que tu aies trouvé ta voix, est-ce que tu aurais déjà souhaité que ta voix soit différente? C'est-à-dire, des fois, c'est un peu la question de l'influence et de comment on espère aller quelque part et finalement on va ailleurs. Tu sais, genre, j'aimerais trop être un super photographe de rue, en fait, je suis un bon photographe de paysage et tu vois, ce truc-là. Est-ce que t'as déjà un peu forcé dans une voie où tu te dis, finalement, ça me ressemble pas, t'as tourné, Alors, c'est plus des contraintes techniques. Le fait de pas réussir à sortir de la photo de nuit, j'ai eu une époque où je marchais beaucoup le soir, j'avais eu le temps pour le faire, etc. Et donc c'était parfait pour ça. J'aimerais être plus tout terrain, on va dire, de savoir faire des photos le jour, utiliser des couleurs avec des lumières plus crues, parce que justement c'est aussi un peu la facilité avec la photo de nuit, c'est que les couleurs sont beaucoup plus douces. Et donc du coup, savoir prendre des photos plus quotidiennes, on va dire, plus de mon quotidien le jour, sans forcément chercher la bonne lumière. C'est quelque chose que j'aimerais savoir faire. Et pourtant j'ai une espèce d'ornière dans laquelle je suis et j'ai du mal à en sortir quoi. Donc après ça répond pas tout à fait à ta question. C'est parce que la question c'était de savoir si t'as déjà souhaité que ta voix elle soit différente après avoir trouvé la tienne, et là tu me dis que c'est encore un peu le cas de souhaiter vouloir faire des choses et pourtant avoir trouvé la tienne. T'es un peu dans les deux c'est ça, en parallèle. Trouver une voix qui me plaît bien. Du coup j'ai un objet qui est fini là aujourd'hui avec une série, avec un zine que je souhaite terminer, on va dire. Et quand je réfléchis à faire autre chose, je me dis mince, en fait j'ai l'impression que je vais toujours mettre à jour. Enfin après c'est possible aussi, d'ailleurs peut-être que je reviendrai sur cette idée et je me dirais je vais toujours mettre à jour cette série et ce zine, etc. Mais quand je cherche à faire quelque chose de différent, j'y arrive pas, parce que de toute façon aussi c'est aussi l'origine de comment j'ai fait cette série, c'est que ça s'est fait comme ça sans trop le vouloir en fait, de manière empirique, en partant des photos que j'avais faites. Donc comme si je pouvais pas avoir une volonté de faire quelque chose. C'est ma vie à un moment qui est de prendre des photos la nuit. Du coup ça s'est fait comme ça et puis c'est ce qui m'a plu et c'est comme ça que j'ai progressé. Si un jour, je sais pas, j'ai une situation qui fait que je prendrais un type de photo particulier, je pense que c'est ça qui donnera la série. Mais j'arrive pas à... Et d'ailleurs, tu l'avais décrit dans ton blog, il y a deux approches. Soit on part de la théorie, de l'idée, et puis ensuite on essaye de la développer. Alors bien sûr, il y a des petits allers-retours qui peuvent se faire. Ou soit on a une approche vraiment... on se lance, on fait quelque chose et on voit après ce que ça veut dire, est-ce que ça dit sur nous, etc. Et je suis beaucoup plus dans ce deuxième cas de figure, quoi. Et il n'a pas mieux que l'autre. Ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est une question d'un peu d'habitude en fait, ce truc-là de d'habitude ou de chance de savoir bosser comme ça. Mais quand tu démarres, les gens qui commencent les premiers projets, souvent je conseille de faire, de commencer par un truc un peu cadré et de pas partir dans tous les sens, parce que moi-même j'ai fait l'erreur quand j'ai commencé à photographier de rue, mon premier projet partait dans tout. C'était un projet de photographie de rue, dont le projet était photographie de rue. Donc c'est bien d'avoir un cadre au début, mais après si t'as la chance d'arriver à t'inspirer de ton travail et de le suivre et de le dérouler, c'est cool. Du coup on va pouvoir passer au projet de zine. Alors le zine. Bling. Le zine qui vient d'apparaître. Donc du coup ton zine il est là sous nos yeux, il s'appelle Hello World. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi t'as fait ce projet? Comment c'est? Donc t'as eu l'occasion de faire des photos la nuit, t'as déroulé le travail après, et comment t'as construit au-delà de ça en fait, au-delà de ce que tu nous as raconté? Peut-être avant il faudrait que j'explique pourquoi je fais de la photo, carrément, c'est d'ailleurs la suite logique du zine. En fait, ça me fait énormément de bien de faire des photos, la prise de vue, l'editing, tout ça, c'est pour ça que j'en fais. C'est une passion. Et j'ai appris, et ça va aussi encore dans le mode empirique, de voir ce que les couleurs signifient, de voir un petit peu vers quoi on s'oriente sans forcément vouloir trop l'intellectualiser et sans trop le vouloir en fait consciemment. Ça a été un moyen pour moi d'apprendre à me connaître, quoi, en fait, du coup, de voir ce qui me plaisait, de voir les photos, les sujets qui attiraient mon œil, etc. C'était une manière pour moi de mieux me connaître. Et alors, je pense que quelle que soit la série, c'est toujours pour ça que je ferai de la photo. Et du coup, cette série, Hello World, déjà le titre, Hello World, parce que c'est
Alors je fais de la programmation. Il y a une petite référence. Il y a une petite référence en fait à ceux qui apprennent à programmer en fait Hello World. C'est une des premières choses qu'on apprend à faire en programmant, c'est d'afficher à l'écran un message Hello World, et on est content de savoir faire ça. Et donc comme c'est mon premier projet et que c'est une manière de communiquer, parce que pour moi la photo c'est un langage, et donc du coup une manière de m'adresser en fait aux autres. Donc Hello World, ça tombait bien. Et puis ce côté premier exercice, et puis aussi le monde un peu virtuel, enfin le monde irréel, comme quand on programme en fait. Comme d'ailleurs c'est ce que ça m'a appris aussi sur moi, c'est que je peux pas m'en sortir de toujours des mondes un peu irréels, toujours virtuels. Quand je fais de la programmation, c'était un peu le cas. J'aimais aussi une période de l'aquariophilie, et je me suis rendu compte que c'était pareil. C'était en fait un petit monde qu'on maîtrise et qu'on se crée à l'intérieur de soi, quoi. T'es à ça d'aller dans le métaverse, vendre ton projet en NFT. Et donc Hello World, c'est vraiment la concrétisation de ça. Hello World, parce que c'est un peu le monde intérieur, quoi, en fait. C'est aussi le côté irréel, comme de la programmation, etc. Comment tu l'as construit à partir des images pour lui donner un sens, en fait? Alors, comment donner un sens à tout ça? C'est vrai qu'au départ, déjà c'est assez itératif comme processus. J'ai commencé quelques photos qui me plaisaient, je voulais les mettre ensemble. Enfin, c'est d'ailleurs un peu comme dans il y a une autre masterclass de Alex Sott ou Alpern, je sais plus, où il explique un petit peu pour son editing, il essaye de réunir des photos entre elles, etc. Déjà, des fois même c'est à l'écran. Il y a 2 logiciels que je mets côte à côte, je me dis donc elles vont vachement bien ensemble. Et donc c'est un peu par hasard en fait que je mettais ensemble certaines photos. Donc ça donnait un peu une espèce de comme quand on trace une droite, quoi. Ça fait une espèce d'extrapolation, de projection. T'as vraiment déroulé le travail, en fait. T'as commencé à faire des photos qui te plaisaient et t'as vraiment déroulé la pelote. C'est comme ça que t'as bossé, quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est itératif, c'est que on voit que ça va dans un sens, puis on se dit du coup je peux améliorer encore, réfléchir dans cette voie-là. Et en fait, à force du coup en marchant aussi, en réfléchissant dans cette voie-là, inconsciemment en fait on a des photos, enfin après des photos qui viennent à nous, quoi, en fait. Il y avait une interview que faisait Laurent Bria, et la personne qui l'a interrogé disait en fait les photos, c'est les photos qui viennent à lui, quoi. Et ça, pareil, je me suis dit ça me parle énormément, parce que alors certes on réfléchit, mais c'est inconscient, et puis d'un seul coup on voit quelque chose qui attire notre œil, on prend en photo, on est super satisfait, alors que quelqu'un d'autre qui aurait fait la même photo, il n'aurait pas été aussi satisfait de cette photo-là. Donc c'est pour ça que c'est itératif, c'est que ça s'affine, en fait, ça fait comme un entonnoir, on réfléchit, et puis nous-mêmes on voit vers où ça nous emmène, en fait. C'est marrant parce qu'on parlait de Crutzen tout à l'heure, et c'est genre complètement l'opposé. Crutzen, c'est des équipes entières de prod, c'est des sketchs, des machins, des images, une équipe de prod complète. Il sait exactement ce qu'il veut avant d'y aller, avant de le faire. Ouais. Et là, c'est plutôt l'inverse. On va un peu prendre le truc. C'est ça. On va prendre le truc comme il vient. C'est comme de la photo de rue, mais sans que ça soit l'instant. Ouais. C'est photo de rue la nuit, il y a personne. C'est exploratoire. Voilà, un peu, et je veux que le hasard joue son rôle aussi là-dedans, quoi. Donc du coup, dans ton projet, il y a pour que tu aies eu envie de le travailler, il y a eu ce côté personnel, parce que tu as pu marcher, etc., tu as pu le réaliser, tu as eu ce côté un peu pelote de laine qui t'a intéressé, on sent, pour le dérouler, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'ont motivé à le terminer jusqu'au bout, à le travailler, etc. D'autres composantes qui disent, ça, il faut qu'il y ait ça dans un projet pour que j'y aille, ou du moins pour celui-là, ça m'a motivé à aller au bout. Ouais, il y a là le côté un peu univers là, que je décrivais, univers personnel. Alors, par différentes sources d'inspiration, j'ai appris, encore une fois, c'est comme le hasard, c'est comme les photos qui viennent à moi, le principe du monomythe. Donc c'est Campbell qui a théorisé ça, en fait, c'est que toutes les histoires, tous les romans, tous les films, finalement racontent la même chose, celui de la quête, en fait, la quête dans la vie, le sens de... c'est comme Kaamelott, quoi, après quasiment la recherche du Graal. Et ça aussi, c'est une forme de monomythe, en fait. Et du coup, je me suis dit, c'est génial, enfin, ça fait un peu fourre-tout, hein, peut-être, mais ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une approche documentaire, encore une fois, d'avoir une approche intellectuelle qui dit je veux prendre, je sais pas moi, le masque pendant le Covid, et les transformations que ça a eu sur nos modes de vie, etc. C'était pas du tout une approche comme ça, c'était je peux en faire, je peux me mettre un peu le héros de cette quête. Donc après, du coup, j'ai introduit des images de voyage, etc. Quelque chose d'un petit peu éthéré. Enfin, le monomythe, ça m'a un peu projeté, enfin ça m'a donné le cadencement de mes images entre elles pour faire comme une quête, un voyage, un petit peu la solitude, fil conducteur, les rêves, en fait, voilà. Et du coup ça m'a donné, encore une fois, il y avait déjà l'univers qui était cohérent, mais la manière de raconter dans l'ordre l'histoire, il y a pas non plus, c'est pas un scénario, c'est pas hyper descriptif,
mais ça m'a donné ce concept du monomythe, j'ai adoré quoi pour ça. Pour pouvoir séquencer le truc. Ouais. Donc on a parlé du sujet. Une fois qu'on a un sujet et qu'on sait à peu près ce qu'on va, alors dans ton cas, sujet et production des images sont très mélangés. Des fois, on le sait un peu avant, puis on commence à produire, et dans ton cas, c'est un peu comme ça. On a une idée de pourquoi tu t'es lancé là-dedans et de comment tu as développé le truc. Alors, on va parler de la production des images. Tout d'abord, ces images, elles ont été faites quand, sur combien de temps, et aussi avec quoi, et pourquoi ça? Alors, elles ont été faites pendant 3 ans. Avec quoi j'avais mon réflexe, le matériel que j'avais déjà. C'est un Pentax. En fait, du coup, je suis pas trop à zapper j'aime bien avoir mes habitudes, quoi. Donc, du coup, je suis toujours resté sur ce type d'appareil photo. C'est parce que des fois, en fait, il y a des gens qui choisissent un type certain pour un projet parce que ça va influencer. Ah oui, là, c'est pas le cas. Non, ça a pas été. T'aurais eu un hybride dans les mains, c'était pareil. T'aurais eu autre chose. Par contre, si, je pense que l'argentique, j'aurais eu beaucoup de difficultés. D'ailleurs, t'en parlais, t'as fait un peu le même type de photo à un moment, et faire des photos la nuit en argentique. C'est relou. c'est compliqué, et du coup d'avoir le résultat, moi de retoucher aussi beaucoup les couleurs. Enfin, tu vois, encore une fois, c'est pas quelque chose que j'ai fait d'entrée, mais je crois que j'aurais pas pu faire ce type de projet si j'avais été en argentique, pour retoucher les couleurs, ça peut se faire sans doute, mais et puis par rapport à la faible luminosité, et puis d'avoir le résultat aussi. En fait, quand je prends les photos, je tourne beaucoup autour du sujet, je peux rester des fois assez longtemps jusqu'à temps de trouver la bonne image, et c'est pas du tout, du coup ça aurait coûté une fortune, quoi, je pense, en argentique, quoi. Si tu fais ça en moyen format, c'est tout de suite c'est tout de suite pas le même tarif. Ou alors après j'aurais changé mes habitudes peut-être, de prendre un peu plus le temps, etc. Mais bon, je pense que c'est aussi parce que c'est mon premier projet et je débutais, et du coup voilà, c'était pratique pour moi le numérique, quoi. Quel autre aspect pratique il peut y avoir? Le côté marche, tu vois, c'est la nuit, etc. Le côté marche, alors j'ai vu un photographe qui en parlait, c'est Frédéric Bellé. J'ai été voir une expo à Lille qu'il avait faite. Du coup, je m'étais un peu documenté sur ce qu'il faisait. Et encore autre chose qui m'a parlé, c'est le côté quand on marche, on est notre cerveau, il intègre beaucoup plus les sens. On est dans la réalité, quoi, on va dire. Et pourtant, on continue à penser, et les événements extérieurs, pas clair du tout ce que je suis en train de raconter. Je vois, les éléments extérieurs continuent à influencer nos pensées, et en fait il y a une espèce donc là il en parle très bien, mais il y a une espèce de ralliement entre notre inconscient, ce qu'on voit, les sujets qu'on voit, l'ambiance dans laquelle on est, et du coup le fait de marcher, finalement je me suis rendu compte qu'il fallait un temps quand même suffisant je suis d'accord. Pour être en condition. J'appelle ça la zone, le moment où c'est vrai que le premier quart d'heure où tu sors de chez toi. Alors je suis d'accord avec ce que tu disais sur le fait que marcher ça aide beaucoup. Quand t'es dans les transports en commun, en bagnole, tout ça, mais j'ai jamais d'idée de photos quand je suis en voiture, ou très très peu. Mais contrairement à d'autres photographes qui font ça. Et je suis d'accord avec toi, j'appelle ça la zone, c'est-à-dire le premier quart d'heure quand tu sors de chez toi, t'as encore ton téléphone, t'as regardé tes messages, tu les ranges, tout ça. Moi, j'ai pas mal fait de photos avec de la musique dans les oreilles, certaines playlists qui me mettaient un peu en condition de la synthwave, Noctabilia. Alors, le projet de nuit dont on parlait, c'est ça, et je vous mettrai un lien ou une fiche quelque part, parce que j'en ai parlé un peu sur la chaîne de l'expo. Et je mettais pas mal de synthwave pour ça, parce que je sais pas, ça aide à être dans ce truc où t'es que concentré sur ta photo, sur les images, sur ce qu'il y a autour, et puis sur ton téléphone, sur le rendez-vous machin, le travail, ça. C'est le temps que ton esprit il se vide et. C'est pour ça que je pense que la prise de vue, ça fait énormément de bien. C'est une forme de méditation. Et pareil, j'écoute de la musique, etc. Et c'est assez impressionnant de voir comme les photos, elles sont influencées par l'émotion dans laquelle on était et la musique qu'on écoutait, etc. Il y a eu une discussion intéressante sur le Discord. Je fais encore la pub pour le Discord, mais la pub alors qu'il est gratuit. C'est le concept. Il est gratuit, c'est public. Et c'était intéressant. Il y en a qui disaient non, surtout pas la musique. Non, je suis pas dans le réel. Je suis pas concentré finalement du coup avec la musique. C'est comme pour travailler, quoi, en fait. Et d'autres comme moi, on disait non, la musique c'est indispensable pour être dans cet état, où on a envie de transmettre des émotions, quoi, en fait. J'ai pas de religion. Ça dépend des projets ou des moments, mais après t'as l'argument de est-ce que t'es plus dérangé par de la musique ou par les voitures qui passent, les gens qui crient, les machins, tu vois, c'est. Ouais, finalement, ouais. Après, il y a une question de sécurité aussi, parce qu'en marchant la nuit, à Lille. Après, faut pas le faire sur l'autoroute. Mieux pas trop mettre, déjà, pour les voitures, et puis même de savoir un petit peu qui est là, etc., quoi. Donc, mais ouais, souvent, j'écoutais de la musique, quoi. Donc, on a parlé de ton sujet, comment tu l'avais trouvé, de comment tu avais fait la prise de vue. On va parler d'édition. Alors, dans ton cas, c'est un peu particulier parce que, alors, pas souvent, ça veut pas dire ça, c'est exagéré de dire ça, mais dans certains projets, par exemple, je sais pas, tu vas en voyage, tu vas sur une destination, tu travailles sur un sujet précis,
donc t'as l'idée, tu produis tes images, tu reviens avec un paquet, tu le tries et tu le diffuses. Toi, ça a été un peu imbriqué tout ça, parce que ce que j'ai compris, c'est que c'était très itératif ta pratique. Le fait de faire des prises de vue, te faisait réfléchir sur tes photos, et donc travailler ton idée, tu faisais de l'édition, ça te donnait des idées sur comment ça marche, etc. Donc tout ça, ça a été un peu mélangé ensemble et ça a un peu, je fais la vague, mais il y a un peu ce côté-là. Ça a un peu bougé ensemble tous ces trucs-là. Mais du coup, on va quand même parler d'édition. Donc t'as avec un tas d'images, il faut les trier et les choisir pour les mettre dans le livre. Donc déjà, tout simplement, combien t'en avais à la fin, combien il en reste dans le bouquin, dans le zine, et c'était quoi tes critères pour dire ça rentre dedans, ça rentre pas dedans. Ça, c'est une image qui est bien mais qui va pas dedans. Ça, c'est une image qui est moins bien mais qui a sa place parce qu'elle rythme le truc. Ouais. Comment t'as fait ce processus-là qui est l'enfer pour tout le monde à faire? Alors en fait, j'avais déjà pas tant de photos que ça. Enfin, je prends énormément de photos. Je sais plus, sur une année, j'avais compté 10 000 même pour enfin là, lors de mes marches, etc. Et pourtant, celles que je sélectionne, j'en ai assez peu. Par contre, il y a un petit peu deux listes, on va dire, celles où vraiment elles me semblent indispensables. Elles sont très structurantes, elles sont fortes, quoi, on va dire. Et d'autres qui sont plus pour donner du lien entre les images. Donc, j'y suis moins attaché, on va dire. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Ouais. On va en profiter d'avoir le... Alors encore une fois, le zine, il est en entier à la fin, si vous voulez le voir. Donc là, c'est juste pour vous montrer, parce que comme ça permet d'illustrer ton propos. Mais voilà, typiquement, cette photo-là, c'est la pluie. Simplement, elle faisait bien le lien entre les cheveux, ici, et puis, alors celle-là aussi, c'est une ligne de transition. Alors, le corbeau, là, et puis ça fait bizarre de leur donner un nom comme ça, le corbeau et la pluie. C'est, comment dire, c'était pas des photos mandatory, enfin, très structurantes dans ma série, mais que j'ai trouvé qu'elles donnaient le bon rythme, en fait, à la série. Et donc, en fait, il y avait une sélection déjà assez réduite, je pense que j'étais à 50, peut-être, photos au départ. Je voulais descendre, alors je sais pas pourquoi, mais j'ai regardé dans les autres livres, notamment le livre que tu avais fait, et puis d'autres livres un petit peu dans la même édition, quoi. C'était souvent moins de 40 photos. Donc je me suis dit, je vais tenter de faire ça, quoi. Donc c'est bien, ça me laissait une petite marge de manœuvre, etc. Et puis il y en a qui sortent de ces photos, il y en a qui re-rentrent. J'ai fait des différentes itérations avec le Discord. Quand je te l'avais montré... Ça c'est important, donc comment tu as travaillé ton édition? Donc tu me l'avais montré au point, on en avait discuté, donc tu as fait mini lecture de portfolio, je t'ai donné un petit avis comme ça, ouais. Après quelques bières, donc ça valait ce que ça valait. Donc, demande d'avis extérieur, qu'est-ce que t'as fait d'autre? T'as travaillé sur ton ordinateur, un peu, voilà. Ouais. Est-ce que tu travailles en papier aussi ou pas du tout? Est-ce que je les avais imprimés en 10 par 15, voilà, d'ailleurs j'aurais été intéressé de les faire imprimer plus petites encore, je trouve ça plus... Je sais pas, c'est plus esthétique encore quand c'est plus petit comme ça. Et donc je les ai étalés. Et puis par rapport au retour que j'ai en fait, puis même moi, mes réflexions, etc. Des fois, je me dis non, celle-là, je la sors. En fait, des fois, certaines photos, je les supporte plus, quoi. En fait, je me dis, elle va pas du tout là. Comme celle de la mouette. Ouais, du coup. Alors après, c'est peut-être malheureusement, je suis un peu influençable aussi. Parfois, certains avis me font sortir quelque chose, et ça, c'est pas forcément bien. Il faut avoir des convictions. Enfin, ça, je l'ai appris aussi par la suite, que de rester des fois une photo, peut-être qu'elle emballera pas tout le monde, mais moi, elle est importante pour moi, et de savoir pourquoi je veux la laisser. Puis après, c'est ton goût qui s'affine avec le temps. Tu t'affirmes un petit peu plus sur tes choix, etc. Mais c'est normal au début. Enfin, c'est quel photographe quand il fait son premier projet, qu'on lui donne des conseils, dirait non, moi, je suis sûr de tout. Bah ouais. Donc c'est. Pas sauf à la FIAP, mais en dehors de la FIAP. Et il y a des fois des idées que j'ai voulu donner et qui marchaient pas forcément. J'en avais parlé lors de l'apéro. Là, il y avait aussi Laurent Bréa, et il y avait le côté. J'aurais aimé avoir un côté un peu chamanisme. J'avais justement d'où la mouette, là, tu dis le héron là qu'on a sorti, etc. Je me dis j'avais cette intention là, ça a pas marché, ça atteint pas les gens, ça parle qu'à moi, quoi. Donc côté c'est quand même pour transmettre quelque chose. Donc si ça parle pas, si c'est pas lu comme ça, ça sert à rien. Donc voilà, du coup j'ai fait quelques mises à jour. Et comment t'as su que c'était fini? Comment tu t'es dit celle-là c'est la bonne, j'arrête? Parce que concrètement, il n'y avait pas de deadline à ton projet. Non. Donc c'est des balades. Enfin, tu vois, il y a plein de raisons d'arrêter d'un projet parce que t'as déménagé, j'en sais rien, il y en a plein. Mais toi, t'avais pas ça. T'aurais pu continuer là encore 2 ans, 3 ans, 6 ans, 10 ans. Et comment tu t'es dit non, celle-là, elle est bien, j'arrête là? Je sais pas d'ailleurs si c'est vraiment fini, mais ce qui est pas grave, parce que si tu peux en faire une suite, tu peux faire une version complète. Un projet, ça vit, après, il y en a plein. Et puis, alors justement, c'est ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il peut y avoir un point commun entre différentes séries qu'on connaît pas encore. Donc là, tu vois, je
fait une série, j'aimerais bien en commencer une autre, alors avec d'autres critères, d'autres approches, etc. Peut-être qu'après coup, je vais trouver un peu la série chapeau, on va dire, de toutes les séries. Donc je sais pas si elle est finie déjà, première chose. Et puis il y a un côté aussi, une lassitude. Enfin, ce côté ornière là qui commence à me faire peur. J'ai envie de, je pourrais m'ennuyer à faire des photos au même moment, un peu avec le même état d'esprit. Puis en plus, dans la vie, on change quoi. Enfin, je veux dire, on n'a plus la même façon de voir non plus. Et donc, simplement, j'imagine que ça va changer automatiquement, quoi. Et donc, il y a ce côté, ça me ressemble plus trop, en fait. Enfin, quand je prends, d'ailleurs, je le vois, je suis dans cette période un petit peu compliquée là où je me dis cette photo-là, elle me plaît pas. Alors, je sais pas si elle me plaît pas parce qu'elle rentrerait pas dans la série d'avant, ou est-ce que c'est parce qu'elle est pas encore en cohérence avec une future série, quoi. Ouais. Donc, je suis dans une période un petit peu où je sais pas bien si j'ai fini la série d'avant. Souvent, je trouve que quand t'as ce moment-là où ça te saoule, c'est le moment où t'es le plus tenté d'abandonner, et c'est le dernier kilomètre, j'appelle ça. Je conseille toujours d'en faire un peu plus, juste pour être sûr, pour voir. Ouais. Puis après, tu vois si c'était juste une période de creux et si t'as encore plein de choses à dire, ou si c'était vraiment la fin et ça s'arrête, quoi. Pour Noctabilia, je l'ai fait avant l'expo. J'avais arrêté un peu le projet avant, j'avais fait ce que je voulais faire et voilà. Quand j'ai su qu'il y avait l'expo, j'ai refait quelques films et après je me dis là, c'est vraiment terminé et j'arrête. Ouais. Des fois tu refais juste un tout petit peu le kilomètre, mais c'est souvent le signe que ce morceau-là de ta photographie il est fini, puis le suivant il commence à arriver et il faut faire. Ouais, donc c'est ce qui me fait dire que ça touche à sa fin. Alors j'exclus pas effectivement que je pourrais en mettre encore un petit kilomètre, quoi, mais c'est je vais plutôt consacrer mes nouvelles photos à quelque chose qui est en train de se construire, quoi. La séquence dont tu nous as parlé, tu as dit que tu l'avais travaillé autour du monomythe. Ouais. Est-ce que rapidement tu peux nous en présenter les grandes lignes, parce que tu as sélectionné tes images, il a fallu les mettre dans un ordre. Alors peut-être juste rapidement avec sans rentrer peut-être dans le détail de chaque photo, parce qu'après c'est ton secret et tu veux pas le dire, mais juste rapidement les grandes phases de comment tu vois la progression du truc. Alors l'avantage du monomythe, c'est aussi d'être un peu plus impersonnel sur une série qui est très personnelle, en fait. D'accord. En fait, il y avait trois idées principales. Il y avait la réflexion, la quête de sens. Alors c'est un peu les images du départ avec je vais les mettre comme ça. Les images du départ avec les rails, le chemin ici. Ça, c'est une photo de jour d'ailleurs qui est un petit peu. On n'est pas encore plongé complètement dans l'univers. Ok, il y a l'idée du départ au début. Du départ ou du voyage. Donc il y avait ce côté. En fait, il y avait dans mon monomythe, on va dire, il y avait trois choses: le voyage ou la quête. Il y avait une forme de solitude ou de vie intérieure, d'introspection, on va dire plutôt. Et puis il y avait les photos de ma compagne avec comme un rêve, comme un rapprochement, et qui rythme un petit peu la série, quoi. Donc ces trois éléments-là. Donc c'est régulièrement dans la série qu'il y a des photos de ta compagne. Oui, comme le héros qui se rappelle l'objectif de sauver sa princesse ou un peu. Exactement. Du coup, je me suis dit, ça fait un peu une histoire de chevalier et de princesse, etc. Et ça rentre parfaitement dans le monomythe, quoi. Ouais. L'editing s'est fait aussi en reliant ces trois points-là. Donc plutôt le voyage au début, plutôt ma compagne à la fin, et puis cette ce côté un petit peu irréel, quoi, un petit peu imaginaire tout au long de la série, quoi. Et aussi le côté alors ça c'est Harold du Discord qui m'avait alors Harold qui est passé je crois peut-être le premier à s'être sacrifié pour cette série de vidéos. Donc le lien sera dans la description, on va apparaître, vous connaissez la recette maintenant, je vais mettre des trucs sur internet. Donc Harold qui me disait il y a un espèce de rapprochement. En fait, pareil, moi je voulais mettre ces trois thèmes-là dans mon monomythe, mais j'avais pas forcément les trois thèmes juste le voyage, la quête, l'imaginaire, l'introspection, et puis ma compagne. Et je voulais, il m'a pointé Harold le fait que, et ça c'est drôle parce que des fois on le voit pas nous-mêmes, quoi, qu'il y avait comme un rapprochement, quoi. Et donc j'ai utilisé cette idée-là, plus une idée de Camille qui avait, qui parlait des couleurs chaudes, couleurs froides, en fait, qui dans son métier, le cerveau aime bien qu'on mélange, qu'on contraste en fait les couleurs chaudes et les couleurs plus froides. Et du coup, j'ai mis plutôt des couleurs plus froides au départ, et puis plus ça a avancé, plus c'est des couleurs plus chaudes, plus. Tu peux peut-être nous montrer des exemples. Alors, il y a quelques exceptions parce que des fois il y a d'autres caractéristiques qui font. De toute façon, si c'est trop attendu, au bout d'un moment tu t'emmerdes. Donc la photo froide aussi,
dans les plutôt tons bleus, quoi. Alors là, il y a quelques tons marrons où ça se réchauffe un petit peu. Et puis vers la fin, normalement, on est beaucoup plus sur, alors, par exemple, voilà, ici, alors c'est peut-être bête comme comparaison, mais ça me faisait penser à Amélie Poulain, quoi. C'est le côté très chaleureux avec des couleurs très contrastées. Jean Genet. Comment ? Avec Jean Genet, qui s'appelle Jean Jaunet parce que tout est jaune et chaud quand il fait des films. C'est le surnom. Voilà. Et du coup, pareil, ça m'avait, là encore une fois, une photo assez chaude, enfin sur les couleurs en tout cas. Et donc voilà, j'ai essayé de faire cette progression-là. Par modification, puis en contrastant aussi. C'est pour ça qu'il y a des exceptions, c'est que si je mettais tout bleu au début et puis tout jaune, orange, marron vers la fin, ce serait pas l'idéal. Donc, mais je voulais que ça illustre un petit peu ce côté plus chaleureux, quoi, et un peu moins solitaire du départ, quoi. Voilà. C'est bien, ça fait plein de conseils. Ça donne plein de conseils aux abonnés sur comment rythmer une séquence d'images avec quelques idées simples et que tu mets en place au fur et à mesure. On a parlé de ton édition. Tu nous as montré un zine que tu as produit. Alors, ça commence à être un peu plus qu'un zine, parce que pour moi, le zine classique, c'est la feuille A4 pliée en A5 avec des agrafes. Ouais, ça, je l'ai après. T'as été un petit peu au-dessus au niveau des finitions quand même. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler de ça, pourquoi en faire un objet, pourquoi en faire cet objet dans cette taille-là et ce format-là, parce qu'il y a 50 façons de faire un livre. Après, il y a des questions de budget, évidemment, mais pourquoi en faire un objet, pourquoi faire comme ça, et voilà, raconte-nous un peu cette aventure avec ce zine sous stéroïdes. Ouais. Alors j'ai trouvé une manière de le faire de manière numérique, mais de l'editing avec un certain ordre. C'était un apprentissage qui m'intéressait beaucoup. Le problème de différents réseaux sociaux, etc., c'est qu'elles sont pêle-mêle, elles sont dans le désordre. On peut pas du tout raconter une histoire. C'est pas forcément le bon terme, parce que ça veut pas forcément dire une histoire comme un roman, quoi. C'est comme de la musique plutôt. Tu passes par des phases, des machins. Voilà. Et puis alors même s'il y a que moi qui finalement connais le sens de certaines choses, c'est pas grave. Ça m'a amusé aussi de faire ce séquençage. Et donc il y avait ce besoin du séquençage où alors même si j'ai vu sur Behance par exemple, c'est un site fourni par Adobe, ça permet d'organiser dans un certain ordre. Donc ça c'était pas mal. Déjà j'étais assez content de faire comme ça numérique. Il y avait le côté séquençage. Après il y avait le côté le côté objet, justement comme c'est assez personnel, quoi. Enfin, par exemple il y a des photos que j'aurais voulu imprimer en petit, etc. parce que ça fait comme un écrin, quoi, comme quelque chose. Et donc du coup le côté objet imprimé, ça fait quelque chose de plus personnel, je trouve. T'as une relation différente avec les gens, tu sors déjà les images des écrans et t'as un moment plus privilégié avec eux où ils vont regarder le truc du début à la fin et c'est plus juste. Voilà. Et d'ailleurs, et puis ça a bien marché parce que c'était le troisième, c'était un objectif aussi, c'était d'avoir quelque chose à montrer, de partager. Du coup, l'apéro, là, où je t'ai montré le zine, ça remplissait complètement l'objectif. J'ai participé à un concours pour une expo, etc. Et j'avais ce zine et j'étais bien content parce que ça faisait un support à présenter, quoi. Et puis on voit aussi les gens comment ils s'arrêtent sur les photos. Voilà, c'est le côté objet me plaisait pour partager un petit peu ce séquençage et puis être amené. Alors on parlera de la diffusion aussi après, mais le fait de savoir si ça suscite de l'intérêt, c'était le cas sur le Discord, il y a certaines personnes à qui j'ai envoyé le zine, etc. Donc c'est un partage qui est génial, quoi. Qui serait pas possible sans l'objet, en fait. Donc, Et du coup, t'as fait un objet, tu parles souvent de petits tirages ou de choses intimistes, mais t'as fait un zine qui est assez grand, quasiment taille A4. Pourquoi ? Ouais, alors c'est vrai que ça va un peu à l'encontre de ça. Alors je voulais que ça soit un format A4 parce qu'en fait au début j'ai commencé, c'est tout bête comme raison, mais c'est le logiciel Scribus pour faire de la PAO, en fait, commencer à faire un peu de mise en page, etc. C'est très compliqué, en fait. Et simplement j'ai vu moi j'ai fait imprimer chez Blurb et j'ai trouvé que leur logiciel était pas mal et que du coup il y avait pas trop matière à se tromper parce qu'en fait d'abord j'ai fait un PDF, je l'ai envoyé à Blurb et puis en fait j'ai vu que plein de choses qui fonctionnaient pas et tu dis oui j'ai oublié ce petit détail, la reliure, tout ça, la tranche aussi, il y a plein de choses qui paraissent anodines mais c'est un vrai métier, quoi, la PAO. Et donc du coup j'ai préféré utiliser leur petit logiciel. Et Blurb, il y avait le côté finalement que j'utilise pas du tout, mais le côté mise en ligne sur Amazon, etc. Donc, j'ai trouvé que c'était sérieux et donc je me suis orienté là-dessus. Et le format, en fait, alors très par rapport au prix, le format est quand même plutôt pas mal chez Blurb, j'ai trouvé. Donc voilà, ça s'est fait comme ça.
Donc ça veut dire que donc il est chez Blurb, on peut te le commander du coup, et il y a possibilité de le commander. Ouais, j'ai pas activé ce truc-là, mais okay. Ça aurait été possible. Ouais. Alors raconte-nous comment ça se passe du coup pour les gens qui comment on fait. Moi j'en ai un du coup, donc ça me concerne plus. Mais les autres qui le veulent, comment ils font? Comment ça se passe? Ouais, si t'as copié tous les trucs pour commander, est-ce qu'il faut t'envoyer un formulaire? Non, finalement, du coup, j'ai pas retenu le fait de commander directement sur Blurb. Parce que l'inconvénient de Blurb, c'est les frais de livraison quand même, enfin, c'est fait aux Pays-Bas, je crois. Donc, et donc, je voulais regrouper, enfin, faire un peu du crowdfunding en fait, et de regrouper les commandes suffisamment. Et donc, j'ai préféré utiliser KissKissBankBank pour faire. Enfin, on peut s'inscrire en fait, et puis on peut voir si passer un certain montant. En fait, je me dis bon bah là, du coup, ça vaudra le coup de faire. Donc la campagne elle est en cours. Ouais, elle est en cours. Ouais. Du coup, le lien sera en dessous de la vidéo et vous pouvez participer. Il y a un montant à atteindre, et puis une fois que ça sera débloqué, je pourrai vous envoyer le zine, ce qui me fera très plaisir parce que c'est vraiment mon objectif. C'est pas du tout. De toute façon, on gagne pas d'argent avec les livres photos. Ouais, voilà, ça n'a jamais été mon objectif, et justement, le côté d'avoir des retours, c'était déjà le cas. En fait, j'en ai envoyé certains, de savoir ce qu'ils en ont pensé. J'en avais envoyé un aussi à Paul Napo, par exemple, et d'avoir un retour sur mon travail. T'es passé sur sa chaîne, il m'a volé la primeur de ça. Je suis derrière toi, Paul, je suis sur tes talons, j'arrive. Et c'est super plaisant en fait d'avoir des retours sur son travail, puis de le savoir. Vivre sa vie, quoi. Ouais, vivre sa vie, c'est ça aussi l'avantage d'un objet, quoi. C'est comme un bébé, quoi. Ouais, puis c'est marrant, alors ça me l'avait fait pendant l'exposition, c'est que des fois il y a des gens qui reviennent avec des lectures de ton travail qui te paraissent pas forcément mauvaises, hein, pas du tout, mais très loin de ce que tu avais imaginé, ou de voilà. Et puis c'est intéressant comme échange. Oui. Alors quand c'est le travail de quelqu'un d'autre, déjà de discuter du neuf, c'est intéressant, mais quand c'est le tien, c'est quelque chose de sympa à vivre. Ouais. Alors là, pour Paul Napo, j'y avais donné déjà, j'avais fait un peu planer le mystère au début, puis au moment où il l'avait reçu, je lui avais donné un peu les explications que je donne là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est qu'il avait pas du tout cette lecture-là, quoi. Donc déjà, je pense que c'est tout le temps, c'est souvent comme ça, mais après je me dis mince, du coup peut-être que le message n'est pas passé sur ce côté-là, etc. Donc je suis pas sûr que ce soit une mauvaise chose. J'ai un pote qui est fan de rap et il me dit qu'un bon album de rap, c'est un album où à chaque fois que tu l'écoutes, tu comprends des choses que tu n'avais pas compris les fois d'avant. Typiquement, alors je sais pas, moi j'aime bien Orelsan, il y a certains morceaux avec les casseurs où ils font des blagues, des références à des œuvres culturelles, des mangas, etc., que je comprends pas trop au début. J'avoue, putain, et c'est lié à ça, machin, tu vois. Et le fait qu'une œuvre, à chaque fois que tu la reprends, tu peux la réinterpréter différemment, que tu revois des choses différentes, etc. Alors oui, tout le monde voit pas tout et a un avis, voilà. Mais je trouve que c'est pas une mauvaise chose, en fait. À chaque fois, la blague, c'est qu'il y a un trio de rappeurs que tout le monde écoute au début, qui sont très bien, je crois, dedans, il y a Kerry James, je sais plus, mais il y a des rappeurs qui sont très bien, mais qu'en fait les fans de rap, ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'ils aiment un peu moins parce qu'ils disent bon, c'est facile, tu l'écoutes une fois, t'as tout compris. Pour les débutants, c'est bien, mais c'est un peu moins facile d'accès. Tu vois, je prends un exemple tout bête, un livre de paysage, tu vas le regarder une fois. Vraiment, je prends un exemple complètement fictif et bidon. Tu prends un exemple de livre de paysage, tu vas le lire. Tu vas tout comprendre, tu vas pas le rouvrir, à la fois d'après tu rapprendras rien, etc. Ouais. Il y a un truc un peu mystérieux où les gens le voient pas pareil, le comprennent pas pareil, le regardent différemment à chaque fois, tout ça. Moi je trouve que c'est plutôt quelque chose de positif. De toute façon, sinon je t'aurais pas invité. tout simplement. Mais donc je trouve que c'est plutôt quelque chose de bien. Même dans d'autres, dans des livres que j'ai, des fois je me pose la question de tiens, comment ils ont fait pour que j'ai cette impression-là. Je me rappelle d'un livre photo que j'ai, je me dis tiens, ça m'a inspiré ça, ou la photo que je viens de prendre, ça me remet un peu dans cet univers-là. Et je retourne dans le livre photo, mais c'est quoi la technique qu'ils ont utilisée, et je trouve des choses. Je me dis mais j'aurais été incapable de décortiquer ça à la première lecture, quoi. Donc c'est intéressant. C'est des travaux avec plusieurs couches, c'est intéressant à faire. Donc on a parlé de ton projet. Ton projet, tu l'as terminé, tu as fait le zine, tu vas le diffuser grâce à la campagne, etc. Il y a une question que je pose à chaque fois, qui est un peu le retour d'expérience sur la pratique en général et sur le projet dont on parle, c'est si tu avais 3 conseils à donner aux abonnés qui veulent se lancer dans un zine ou dans un projet, lesquels ce seraient, ou si tu n'as pas forcément des conseils en tête, dans l'autre sens, 3 trucs que tu aurais aimé savoir dès le début quand tu t'es lancé et que le Arnaud de maintenant, il dirait au Arnaud d'il y a 3 ans, genre fais ça, tu vas gagner 6 mois, quoi.
Ouais, le premier point sur lequel moi je me suis comme un peu mis une pression et qui m'a, je pense, fait perdre du temps. Enfin, c'est pas l'objectif, j'avais pas de deadline ou quoi que ce soit, mais j'aurais pu être satisfait plus tôt. C'est sur le côté de la narration. Je crois que je m'imaginais beaucoup plus et qu'il fallait une histoire. Bah, d'ailleurs, du coup, l'astuce du monomythe, ça m'a aidé dans ce sens-là. C'est que, et ça, avec la masterclass d'Alpern, ça m'a aussi débloqué sur ça. C'est il peut y avoir quelque chose d'un peu suggéré, un peu poétique dans le sens c'est des idées entre elles et puis chacun relie ses idées et l'histoire elle se construit comme ça de manière assez libre en fait. Et alors que je crois qu'au départ et ça peut même se faire à l'échelle d'une photo en fait. Des fois on pense qu'une photo elle doit avoir un objectif précis, elle doit dire quelque chose. Alors qu'en fait elle peut parler simplement en suggérant beaucoup de choses quoi. Même ça, on n'en a pas parlé avant, mais le côté de... Des fois, il y a des sujets, on dirait qu'ils sont hors champ. Enfin, il y a des choses, dans mes photos, on dirait qu'il n'y a pas de sujet. Et je me suis rendu compte que ça voulait dire justement que le sujet était en dehors, etc. Et donc ça s'applique, ce point-là, ça s'applique à l'échelle d'une photo, ça s'applique à l'échelle d'une série. C'est de pas trop s'embêter avec le côté descriptif de ce que je veux raconter, etc. Donc le premier, c'est de pas au moins se bloquer avec les histoires. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, la description, etc., d'avoir une histoire forte et précise, bah allez-y. Mais si jamais c'est pas votre approche, bah il y a pas de mal et il faut pas se bloquer pour ça. Ouais. Ça, j'aurais aimé qu'on me le dise au moment de commencer, quoi, parce que je pensais que c'était uniquement la première approche. D'ailleurs, ton article de blog, j'ai trouvé ça bien parce que les deux approches peuvent se rejoindre aussi parfois. Donc premier conseil, et après c'est se faire confiance. Alors ça tu le dis assez souvent sur ta chaîne, le côté des likes, etc. Je me rappelle que des fois je gardais une photo super longtemps en me disant non, j'ai pas envie de la poster, elle respectait pas certains critères, par exemple il n'y a pas de sujet, elle est trop sombre, et puis en fait au bout d'un moment on arrive à se faire un peu plus confiance et pas trop avoir peur de la vie des autres. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais j'aurais envie de leur dire de se faire confiance, de prendre des... Alors, des fois, prendre des avis, et ça nous fait basculer. On se dit, ouais, en fait, j'avais un petit doute, mais... Et des fois, on arrive à ignorer cet avis-là, et ça nous renforce, en fait. D'ailleurs, il y avait un livre... je crois que c'est Laurent Bria qui m'avait conseillé ce bouquin-là, enfin qui l'avait conseillé sur sa chaîne L'âme d'une image de David Duchamp, qui est un super livre, où il dit c'est toujours gagnant. Soit ça nous fait basculer, on se dit en fait j'avais un petit doute donc effectivement c'était pas bon pour moi. Soit ça nous renforce en fait, d'ailleurs encore plus si ça c'est pas compris, si c'est pas, ça permet de s'affirmer et donc voilà, alors ça c'est le temps aussi, je pense moi j'ai vu des photos, des fois je les laisse comme ça pendant très longtemps, ça a duré 3 ans, hein, et donc je les laisse un petit moment et puis je me dis non, finalement je trouve qu'elle a sa place et donc je la mets. Et voilà, se faire confiance, ça serait quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise avant. Donc on est à 2. Ouais. Et après j'ai un autre conseil qui est plus général, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise avant, enfin je l'ai fait un peu progressivement. C'est le côté de... Ça aussi, on l'entend assez souvent, c'est de s'inspirer, pas que de photographie. Ouais. Tu parlais de la musique tout à l'heure. Ouais. Alors il y a les jeux vidéo aussi. Des fois même je fais des photos dans les jeux vidéo, quoi. En fait, tu vois des super décors, tu vois des couleurs qui marchent super bien ensemble. Et donc en fait, on est toujours en train de faire de la photo, quoi. Il n'y a pas besoin de trop réfléchir, se mettre devant une feuille blanche, quoi. En fait, on est toujours en train de s'inspirer. T'as tes yeux toujours avec toi, quoi. Okay. Ouais. Et pas que des yeux, en fait, il y a aussi même en lisant, en fait, c'est tout bête, enfin c'est bête, hein, je découvre la vie, hein. Et certains écrivains, en fait, ils ont un œil photographique, quoi. Quand ils décrivent des scènes, etc., tu dis c'est drôle, enfin tu vois les images parce que justement ils savent te faire le sens de lecture comme une photo, quoi. Et donc même en lisant, c'était une source d'inspiration plutôt pour de la technique photo, en fait, pour dire soit c'est une vue générale, soit c'est un détail qui finalement en dit long sur le personnage, etc. Donc voilà, c'est varier les sources d'inspiration, pas forcément... des fois après il y a des photographes qu'on aime bien, qu'on voudrait faire dans le même style, etc. Et en fait on s'enferme un petit peu en faisant ça, quoi. Après voilà. C'est une sinusoïde, tu vois, tu t'inspires très fort au début, puis après tu... Ouais, peut-être. Ouais. Il y a un peu ce côté-là, je pense. Enfin, quand tu fais les choses bien, si tu restes toujours à copier machin, mais je pense que petit à petit, tu vois, tu te cales sur un juste milieu et ça rentre dans ta pratique. Bon,
Faudrait que je fasse une vidéo sur ça un jour, faudrait que je formalise ce truc-là. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci Arnaud d'être venu te prêter à l'exercice et d'être venu nous parler de ton projet. C'était cool d'apprendre tous les détails dessus et je vais pouvoir le regarder dans l'œil neuf maintenant. Donc merci beaucoup. Merci. Sous la vidéo, on vous met tous les liens dont on a parlé pendant la vidéo. Vous les avez vus passer aussi normalement au-dessus. Le lien vers la campagne aussi d'Arnaud. Partez pas exactement tout de suite parce qu'on va vous mettre juste les images du livre. C'est moi qui vais les faire défiler simplement pour que vous puissiez voir un peu mieux que là pendant la vidéo ce dont on parlait. Et je vous mets un lien quelque part par ici, là où ce sera pas trop moche sur la vidéo, donc peut-être par là, vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, parce qu'il contient aussi plein de conseils qui pourront vous aider, et si le sujet vous intéresse, c'est le moment de le télécharger. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, et salut, prenez soin de vous. Salut. Bye. Au revoir. Mais c'est sérieux, on n'a rien pour le bêtisier du coup là. On a la phrase, c'est sérieux, il n'y a rien pour le bêtisier. Parle. Sachant qu'on voit pas tes pieds, donc voilà. Exactement. J'ai de la flotte, j'ai mon téléphone, j'ai tout, on est bien. Hop, 3, 4, on est parti. Attends, je suis bien là comme ça. C'était une demande en mariage à faire, c'est le moment. Arnaud parlait de Gregory Crutzen. Si vous connaissez pas son travail, on a écrit un épisode d'Incroyable Photographe avec Laurent. Le lien dans la description, il va apparaître quelque part comme par magie sur internet, tout ça. Mais si vous voulez le découvrir, c'est là-bas que vous pouvez le faire. Alors je parlais de Gregory Alpern. Alpern, pardon. Crutzen, c'est exactement, c'est tout à fait aussi. C'est souvent la nuit. Mauvaise pioche, mais pas loin quand même. J'avais mal entendu. Ok, j'ai dit en plus Crutzen, McDom. Sur le coup, j'ai pas réagi. Je dis bon, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Ouais. T'es bon pour reprendre? Attends, je vais boire un peu. Je t'en prie. C'est après quand tu bois pas, t'as des.
Ouais, peut-être que c'est le horrible. cas. Je prends une pause de Michel Attends. Drucker. Ah oui, ouais. Du coup, tu nous as montré que t'avais un... J'ai fait ça avec mon doigt, mais... Ah pardon, ouais, je regarde. Non, c'est parce qu'en fait, on a l'écran avec le retour vidéo, je surveille, bref.